Bienvenue sur Détectives éternels. Ce soir, nous entrons discrètement dans la fraîcheur de décembre, un déjeuner de rire dissimulant un secret mortel. Dans Meurtre, au club de déjeuner de décembre, Miss Marple écoute, observe et attend. D'où nous rejoignez-vous? Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude, fermez les rideaux et que le mystère commence. Le club du déjeuner de décembre se réunissait le premier jeudi de chaque mois, avec la même régularité que l'horloge de l'église sonne midi. Même la météo, semblait-il, s'accordait pour préserver cette routine. L'air était froid, les ruelles givrées et les haies scintillaient faiblement comme du verre sucré. À St. Mary Mead, la régularité était synonyme de confort, et le confort d'ordre moral. Ce jeudi-là, seule une légère hésitation, comme une horloge qui marque une pause entre deux tics, vint perturber cette quiétude. Madame Bantry fit remarquer, d'un ton à la fois curieux et amusé, que le conférencier invité du club ne viendrait finalement pas. Cette unique fausse note se propagea sur la table du déjeuner, rompant le rythme paisible de la soupe et des conversations. Les membres du club, 15 dames et 3 messieurs d'une élégance impeccable, levèrent les yeux de leurs assiettes avec une politesse soucieuse qui dissimulait à peine une certaine satisfaction. L'absence conférait toujours à un événement une touche de drame, et St. Mary Mead, malgré sa piété, se nourrissait de tels moments dramatiques comme le lierre sur la pierre. Au bout de la table, Miss Marple remuait sa soupe en silence, les yeux pâles baissés comme si elle n'avait rien entendu. Ceux qui la connaissaient mieux, et certains soupçonnaient qu'ils ne l'avaient jamais vraiment connue, auraient pu remarquer un léger resserrement de ses doigts autour de la cuillère. Ce n'était ni de la surprise, ni même de la curiosité. C'était plutôt une reconnaissance, comme si une infime note dans l'air avait touché une corde sensible qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle ne dit rien. Elle restait généralement silencieuse au début. Madame Price Ridley se pencha en avant. « Eh bien vraiment, dit-elle, on pourrait au moins prévenir. Accepter une invitation à déjeuner et disparaître ensuite sans prévenir, c'est vraiment très impoli. Il est peut-être souffrant, suggéra mademoiselle Hartnell, qui s'était depuis longtemps forgé une réputation de charité, du moins en parole, même si ses intentions n'étaient pas toujours irréprochables. Ou peut-être est-il retenu. Les hommes d'affaires sont toujours retenus. L'expression de madame Bantry trahissait un plaisir contenu. Ma chère, ce n'était pas du tout un homme d'affaires, un fonctionnaire à la retraite, je crois. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Autrefois. Et vous savez ce que cela signifie. Cela signifiait des secrets. Cela signifiait des lettres estampillées, confidentielles, et peut être, dans l'esprit des personnes présentes, de légers parfums de danger exotique flottant dans l'air calme de la salle paroissiale. La conversation reprit. Non, rumeurs, spéculations, tandis que les domestiques débarrassaient les assiettes et les remplaçaient par de la mousse de saumon. Miss Marple les observait tous avec une attention discrète. Elle faisait partie du club du déjeuner depuis des années, surtout parce que personne ne se souvenait vraiment de la date de son adhésion. Elle arrivait à l'heure, esquissait un sourire aux moments opportuns et semblait apprécier les commérages futiles qui circulaient comme un parfum léger. Pourtant, elle remarquait plus que les autres le tremblement des boucles d'oreilles de madame Bantry lorsqu'elle évoquait l'orateur absent. Le regard nerveux de M. Calthorpe jeté vers la fenêtre, le silence qui s'éternisait une seconde de trop après le mot « ministère des Affaires étrangères ». Dehors, le givre commençait à s'épaissir sur les vitres. Le ciel se teintait d'une pâle lueur trompeuse, celle qui précède la neige. C'est à ce moment précis, alors que la conversation du club baissait de ton, que la porte s'ouvrit et qu'un agent de police du village entra, chapeau à la main, les yeux écarquillés de gêne à l'idée d'interrompre une assemblée aussi imposante. « Mesdames, veuillez m'excuser, monsieur, » dit-il en s'adressant à l'assemblée.
L'une d'entre vous connaîtrait-elle un certain Lionel Fraser? On nous a demandé de nous renseigner. La cuillère de Madame Bantry clique légèrement. Monsieur Fraser, répéta-t-elle. Mais voilà notre interlocuteur disparu. Le gendarme se redressa, mal à l'aise. Oui, madame. C'est ce qui rend la situation un peu délicate. Vous comprenez? Il y a eu une découverte, près de la limite de l'ancienne carrière, à l'écart de la route principale. Nous ne pouvons pas encore l'affirmer avec certitude, mais il hésite, jetant un coup d'œil aux visages attentifs. Seul celui de Miss Marple demeura impassible. Son regard, doux et bleu, semblait se fixer non pas sur le gendarme, mais sur un motif invisible dans l'air, comme si elle lisait une page que nul autre ne pouvait voir. Madame Price Ridley eut un petit hoquet de surprise. « Vous voulez dire qu'il y a eu un accident ?» Le policier baissa les yeux. « Je ne peux pas me prononcer, madame, avant que l'inspecteur n'ait examiné la scène. Mais ça ne paraît pas naturel, si vous voyez ce que je veux dire. » Le silence qui suivit était exquis, ténu et vibrant, comme la pause avant le début d'un hymne. Quelqu'un toussa, quelqu'un d'autre versa de l'eau. L'air lui-même semblait s'être souillé sous l'effet de l'attente. Puis, Miss Marple prend la parole, d'une voix douce comme le bruissement du lierre en hiver. « Pauvre Monsieur Fraser, dit-elle, c'est étonnant, n'est-ce pas, comme souvent le malheur commence par un déjeuner auquel on n'assiste pas. » La remarque passa presque inaperçue, noyée dans le murmure croissant des conversations et de la consternation. Pourtant, pour ceux qui s'en souvinrent plus tard, et ils étaient nombreux, elle apparut comme la première imperceptible fissure dans le miroir de la tranquillité du village. Le murmure des conversations avait déjà repris, plus ténu à présent, un voile de consternation polie masquant une excitation réelle. Les chaises grinçaient doucement, tandis que les membres du club du déjeuner se levaient, hésitant entre terminer leur dessert et considérer les paroles du connétable comme un salut final. Les domestiques hésitaient devant le buffet, tenant des plateaux de trifles et de café, se demandant si la tragédie pouvait bafouer l'étiquette. Après un instant d'hésitation, Madame Bantry déclara que rien ne devait perturber le cours normal des choses, et le café fut servi. Miss Marple demeura assise. Son expression était sereine, mais son regard ne se fixait pas sur la table. Il errait plutôt vers la fenêtre, où le givre avait transformé la vitre en un miroir fragile, et elle y apercevait, derrière elle, des visages distingués, troublés, emplis de spéculations. À St. Mary Mead, la suspicion était aussi inévitable qu'une averse d'après-midi. Elle s'abattait insidieusement sur chacun jusqu'à ce que quelqu'un prenne la peine de la dissiper. Madame Price Ridley prend la parole la première, d'un ton ferme, empreint d'une certitude morale. « Si vous voulez mon avis, c'est sa chaumière, » dit-elle. « Vivre tout seul près de la carrière, ce n'est pas respectable. Les gens qui choisissent la solitude ont généralement quelque chose à cacher. Ou quelque chose à retenir, » murmura mademoiselle Hartnell, rougissant de sa propre audace. Madame Bantry se pencha en avant, les perles de son collier scintillant légèrement. « Ma chère, on ne se fait pas assassiner simplement parce qu'on est asocial. » Le mot planait là, et personne ne la corrigea. Il attendait d'être prononcé, inévitable comme le souffle après le silence. Les doigts de Miss Marple effleurèrent le bord de sa tasse. Elle murmura, presque pour elle-même. « La solitude invite à la spéculation. Pourtant, j'ai souvent remarqué que les secrets préfèrent la compagnie, ils s'épanouissent mieux dans les petites pièces bien éclairées. » Madame Bantry semblait amusée. « Ma chère Jane, cela paraît absolument diabolique. »« J'espère que non, » dit doucement Miss Marple. « Seulement les humains. » Le gendarme, toujours planté là, un peu gauche, près de la porte, s'éclaircit la gorge. « Mesdames, excusez-moi, je ferais mieux de partir. L'inspecteur voudra parler à toute personne connaissant ce monsieur. Madame Bantry, pourriez-vous peut-être prévenir le vicaire que nous aurons besoin de la salle plus tard cet après-midi ?»
Madame Bantry acquiesça d'un air absent. Bien sûr, même si j'imagine mal ce qu'il y a à discuter, nous connaissions à peine cet homme. Le regard de Miss Marple se reporta sur le givre qui recouvre la vitre. À peine, dit-elle doucement, et pourtant, parfois, ce sont les plus petites connaissances qui en savent le plus. Lorsque le gendarme fut parti, un soupir de soulagement collectif s'éleva, comme si chacun avait retenu son souffle trop longtemps. Les membres de la troupe commencèrent à ramasser leurs manteaux et leurs sacs à main, chacun impatient de répandre sa version de l'histoire dans l'air froid. La rumeur, pensa Miss Marple, était une chose vivante qui prospérait d'autant mieux qu'elle était perturbée. À l'extérieur de la salle paroissiale, la ruelle scintillait sous une fine couche de glace. Le groupe se dispersa en petits groupes, leurs voix s'élevant comme une fumée pâle dans le silence. Miss Marple marchait avec Madame Bantry vers le presbytère, d'un pas tranquille, son regard scrutant les signes subtils, les commérages, ne laissait jamais passer une trace de pas trop près de la haie. La légère odeur de tabac là où elle ne devrait pas persister, le silence inhabituel des moineaux eux-mêmes. Elle notait tout cela, non comme une preuve, mais comme une constante. Le monde, disait-elle souvent, n'était jamais le fruit du hasard, seulement mal interprété. Bien sûr, Madame Bantry disait qu'il avait peut-être chuté. Ces sentiers près de la carrière sont dangereux en hiver. C'est bien le cas, dit Miss Marple. J'ai toujours pensé que les chutes avaient une certaine authenticité. Elles ne paraissent généralement pas intentionnelles. Madame Bantry s'arrêta net. Jane, tu le présentes de façon assez sinistre. Miss Marple sourit. Vraiment? C'est peut-être l'air. Il rend rêveur. Elles atteignirent le portail du presbytère, où le chemin était encore blanc de givre. La cloche de Sainte-Marie sonnait faiblement au loin, rappelant que même la tragédie doit respecter son cours. Madame Bantry soupira et retourna vers sa voiture, laissant Miss Marple au portail, les yeux rivés sur le chemin, où les empreintes du gendarme commençaient déjà à s'effacer. En fin d'après-midi, tout le village était au courant. Les mots trouvés près de la carrière se répétaient de boutique en boutique, chuchotés par-dessus les comptoirs, enrobés de spéculations. La version de Madame Price Ridley s'assombrissait à chaque minute, tandis que celle de Mademoiselle Hartnell s'adoucissait, teintée de tristesse. À la poste, on aperçut M. Calthorpe marmonnant au télégraphiste à propos de lettres et autres, sans que personne ne sache de qui elles provenaient. Et quelque part, entre la boucherie et le cimetière, il devint admis que Lionel Fraser avait un passé trouble. Au crépuscule, le givre se mua en neige. Miss Marple, assise près de sa fenêtre, tricotait nonchalamment sur ses genoux, observant les flocons dériver dans la lumière du lampadaire. Ses pensées passèrent en silence à travers les souvenirs de la journée. L'invité disparut au déjeuner. L'entrée, maladroite du gendarme, les visages de ses amis, chacun reflétant sa propre forme de vertu ou de culpabilité. Au fond d'elle, elle sentait ce frémissement étrange qui annonçait toujours la vérité, non pas encore, mais bientôt, comme si le village lui retenait son souffle, attendant de l'exhaler. Au bout de la ruelle, une lanterne indiqua de nouveau le chemin au constable, qui retournait vers le presbytère, une ombre à ses côtés. Miss Marple se pencha légèrement en avant, la main immobilisée sur l'accoudoir. L'ombre était plus grande, plus large, se déplaçant avec la lenteur et la précision de quelqu'un habitué à commander. Elle reconnut aussitôt la démarche. L'inspecteur Craddock est arrivé de Much Benham. L'inspecteur Craddock pénétra discrètement dans le village, mais son arrivée ne passa pas inaperçue. Il fit taire les regards et baissa les voix dans toute la rue principale. Il n'était pas du genre à encourager les commérages, mais à St. Mary Mead, les commérages n'avaient jamais besoin d'être encouragés. Lorsqu'il atteignit le portail du presbytère, la plupart des villageois avaient déjà décidé que le mystère de la mort de Lionel Fraser serait résolu avant la nuit.
de préférence en désignant un coupable parmi leurs proches. Miss Marple l'accueillit à la porte, comme si elle l'attendait. Elle semblait toujours le faire, d'une manière tacite que Craddock trouvait à la fois réconfortante et légèrement déconcertante. Il ôta son chapeau, épousseta la neige de ses épaules et lui adressa un sourire empreint de chaleur et de prudence professionnelle. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-il. « J'aurais dû me douter que vous seriez déjà sur place. J'étais au Luncheon Club, » répondit-elle en le faisant entrer. C'était censé être l'après-midi de gloire de M. Fraser, mais il semble qu'il ait tiré sa révérence un peu tôt. Craddock tressaillit légèrement à ces mots. « Vous connaissez les détails, j'imagine. Seulement le contour, dentelle. Mais les contours peuvent être très révélateurs si l'on fait preuve d'un peu d'imagination. » Il la suivit dans le salon, où la lueur du feu adoucissait les contours de toutes choses. La femme du vicaire avait laissé une théière sur la table basse. Elle fumait doucement à côté d'une assiette de biscuits intacte. À travers les rideaux de dentelle, la faible lueur des lanternes se déplaçait encore près du chemin de la carrière où des hommes achevaient leur travail à la lueur des torches. « C'est une drôle d'histoire, » dit Craddock en s'asseyant. Aucune trace de lutte, aucune empreinte de pas autres que les siennes, et pourtant, il se retrouve au fond d'un ravin, le crâne fracturé. Sa canne a été retrouvée à quelques mètres. Aucun signe de vol. Aucun visiteur signalé à son chalet. « Un homme peu sociable, » dit Miss Marple à voix basse, « mais non sans être observé. Dans un village, on peut être observé même en se croyant invisible. » Craddock la regarda avec un léger amusement. « Vous pensez que quelqu'un l'a suivi ? » « Oh, pas forcément. Mais on remarque des choses comme la présence de visiteurs indésirables, de petits changements d'habitude, ou encore la position d'un rideau qui était toujours tiré et qui, soudain, ne l'est plus. Les apparences, inspecteur, sont un peu comme la météo, elles changent souvent, et pourtant tout le monde prétend le contraire. » Craddock sourit. « Vous le présentez comme si tout le village tenait un registre privé de ses péchés. On appellerait ça de la vigilance morale, » a dit Miss Marple. « Ça rassure les gens. » On frappa brusquement à la porte, les interrompant nerveusement. La servante du vicaire entra, son châle serré contre elle. « Excusez-moi, madame, un monsieur souhaite voir l'inspecteur. Il dit que c'est important. Faites entrer, » dit Craddock. L'homme qui entra était M. Calthorpe, employé des postes, mince, précis et perpétuellement anxieux, comme si chaque enveloppe recelait un secret personnel. Ses lunettes s'embuèrent légèrement lorsqu'il ôta son chapeau. « Je ne voulais pas vous déranger, » dit-il en jetant un coup d'œil entre eux. « Mais il s'agit de M. Fraser. Quelque chose me tracasse depuis hier. » Craddock lui fit signe de s'asseoir. « Allez !» M. Calthorpe serra les poings. Il arrive à la poste en fin d'après-midi, juste avant la fermeture. Il avait une lettre dans une enveloppe brune portant le cachet du ministère des Affaires étrangères. Il prétendit qu'il s'agissait de courrier personnel, mais l'adresse était celle de quelqu'un à Whitehall. Je trouvais cela étrange, car il était à la retraite depuis des années. « Et vous l'avez publié ?» demanda Craddock. « Oui, bien sûr. Mais ce matin, j'ai constaté qu'il m'avait été retourné non ouvert. Destinataire inconnu. Adresse incomplète. Il est sur mon bureau. » Craddock se pencha en arrière, fronçant les sourcils. « Pourrais-je le voir ?» M. Calthorpe hésite. « Techniquement, je ne devrais pas. Mais compte tenu des circonstances, Miss Marple parla doucement. « Vous ferez parfaitement l'affaire, M. Calthorpe. Les morts ne peuvent se soucier de ce que les vivants doivent comprendre. » Il hocha la tête, visiblement soulagé. « Je vais le chercher tout de suite, » dit-il, et il part, manquant de percuter Madame Bantry sur le seuil. « Ah, vous voilà donc, inspectrice, » annonça-t-elle, surgissant comme un décor inattendu. « Je pensais pouvoir vous être utile. »
Voyez-vous, Lionel Fraser a dîné chez moi le mois dernier, un homme assez curieux. Il connaissait le nom de tout le monde avant même qu'on les présente. Mon mari disait qu'il cherchait à glaner des potins, même s'il appelait ça des informations. L'intérêt de Cradock s'est aiguisé. A-t-il mentionné quelqu'un en particulier? Seule mademoiselle Hartnell, dit madame Bantry, baissant la voix, avec la précision de quelqu'un qui s'apprête à passer un bon moment. Il demanda si c'était la même mademoiselle Hartnell qui enseignait autrefois le français dans une école londonienne. Elle rougit comme une jeune fille et répondit qu'elle préférait oublier cette époque. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a un lien. Miss Marple lui sert une autre tasse de thé. Parfois, le passé nous envoie de petits rappels, dit-elle. Des lettres, de vieilles connaissances, ou pire, ils arrivent rarement au bon moment. Le vent tourna dehors, faisant claquer le loquet de la fenêtre. Le feu crépitait faiblement. Un instant, ils restèrent de silencieux. Puis Cradock se leva brusquement. « Il faut que j'aille voir son chalet avant que la neige ne recouvre tout. Mademoiselle Marple, sauriez-vous par hasard s'il a reçu de la visite récemment ?» Elle soutint son regard avec une douce sérénité. Seul le laitier, le facteur, et peut-être quelqu'un qui se croyait invisible. Son ton le fit hésiter. « Vous avez déjà remarqué quelque chose, sauf que, dans les petits villages, les gens marchent rarement seuls, a-t-elle dit, même quand ils pensent le contraire. » Il l'observa un instant de plus, puis hocha la tête et prit son manteau. Tandis que la porte se refermait derrière lui, le regard de Miss Marple se porta de nouveau sur la fenêtre. Le givre fondait en de minuscules filets, ruisselant vers le bas comme l'encre d'une plume invisible. Quelque part derrière les haies, la vérité commençait à s'écrire d'elle-même, discrètement, ligne après ligne. Le givre descendait lentement tandis que Miss Marple restait immobile, son tricot intact près du thé qui refroidissait. La maison semblait retenir son souffle avec elle, le faible tic-tac de l'horloge, le souffle du vent sous les avant-toits, le tintement discret d'une tasse de thé quelque part dans la cuisine. Elle ne pensait pas à la mort de Lionel Fraser en elle-même, mais aux répercussions qu'elle avait eues, à la rapidité avec laquelle la morale se réorganisait lorsqu'un décès frappait un village. Déjà, Madame Price Ridley allait transformer la sympathie en suspicion et Madame Bantry en élément de l'histoire. Les apparences, songea Miss Marple, changent toujours plus vite que la vérité. Au bord de la carrière, la lanterne de l'inspecteur Cradock oscillait entre les haies. Miss Marple en apercevait la faible lueur à travers la vitre givrée, décrivant de lents arcs de cercle. Elle l'imaginait s'arrêter au bord, ses bottes s'enfonçant dans le sol gelé, où les empreintes commençaient déjà à s'effacer. Il envisageait les hypothèses d'accident, de lutte, de suicide, tandis que les villageois s'interrogeaient sur le caractère des individus. Elle savait depuis longtemps, entre ces deux types d'enquête, laquelle était la plus révélatrice. Quelques instants plus tard, on frappa à sa porte d'un coup sec, urgent, mais suffisamment hésitant pour trahir une certaine conscience. Elle ouvrit et découvrit M. Calthorpe, serrant contre lui une petite enveloppe brune, des lunettes reflétant la lumière de la lampe. « J'ai pensé qu'il valait mieux vous l'apporter directement, Miss Marple, » dit-il à voix basse. L'inspecteur dit qu'il serait seul plus tard, mais bon, ce n'était pas facile de le garder à la maison. Elle l'accepta sans surprise. La culpabilité pèse lourd, Monsieur Calthorpe, même lorsque le seul crime est de la curiosité. Il cligna des yeux. « Je ne l'ai pas lu, j'ai seulement vu l'adresse. » Voyez-vous, l'écriture n'était pas celle habituelle de Monsieur Fraser. Très soignée, presque féminine, mais ferme, comme si quelqu'un s'efforçait d'imiter sa propre assurance. « Curieux, » murmura Miss Marple. « Et vous dites qu'il a été retourné non ouvert. » Il hocha la tête. Adresse incomplète était inscrite. Mais ce qui m'intrigue, c'est l'encre. Elle est délavée par endroits, comme si le texte avait été écrit il y a longtemps.
Elle tourna délicatement l'enveloppe entre ses mains, remarquant l'espacement soigné des lettres et le timbre étranger, imprimé de façon irrégulière. « Parfois, dit-elle, les lettres font un voyage plus long que prévu. Même celles qui ne sont pas lues finissent par arriver à destination. » Monsieur Calthorpe s'agitait. « Vous pensez que cela signifie quelque chose ?»« Tout a une signification, dit-elle gentiment. La difficulté réside dans le fait de savoir de quelle nature. » Une fois partie, Miss Marple déposa l'enveloppe près du feu et l'examina. Le nom inscrit dessus, M.H.L. Whitehall, ne disait rien de précis. Mais son regard fut attiré par la légère trace d'une autre ligne, jadis écrite en dessous, puis effacée. C'était l'habitude de quelqu'un qui voulait faire passer un message tout en dissimulant un autre. Elle sourit légèrement, se souvenant d'une ruse similaire employée jadis à l'Institut des femmes du village, lorsqu'un mot concernant des recettes de génoise avait caché une plainte au sujet des nouveaux rideaux de Madame Bantry. On frappa à la porte de côté, ce qui la tira de ses pensées. C'était Madame Hartnell, emmitouflée dans son châle, les joues rosies par le froid. « J'espère ne pas vous déranger, » commença-t-elle, « mais l'inspecteur a dit qu'il passerait peut-être, et j'ai pensé qu'il valait mieux m'expliquer avant qu'il y ait un malentendu. » Miss Marple fit signe d'entrer. Il vaut toujours mieux préférer une explication à un malentendu. À force de laisser les choses traîner, les deux finissent par se ressembler. Madame Hartnell s'est affalée dans un fauteuil. « Il s'agit de Monsieur Fraser. Voyez-vous, je l'ai connu. Il y a des années. Pas très bien, évidemment. J'enseignais à Londres à l'époque. Il est venu une fois à l'école, pour une enquête, paraît-il. Une visite tout à fait officielle. Mais ensuite, des rumeurs ont circulé, des choses stupides et malveillantes concernant un des professeurs et un dossier disparu. Je suis parti peu après. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à son arrivée ici. » Miss Marple écouta son expression imperturbable. « Et vous a-t-il reconnu ?»« Je crois bien que oui, » dit Madame Hartnell en tordant ses gants. « Il a dit quelque chose d'étrange à la poste la semaine dernière. Nous nous reverrons, dans des circonstances moins officielles. Ça m'a perturbé. Je me suis dit que je me faisais des idées. » Mais maintenant, elle s'interrompit, la voix tremblante. « Vous croyez qu'il ne l'a pas fait exprès ? Vous confrontez ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « S'il le faisait, ce serait selon ses intentions. Ma chère, on garde rarement des secrets par plaisir. On les garde pour faire pression. » Madame Hartnell semblait effondrée. « Vous décrivez cela comme une chose terrible. »« Ce n'est terrible, » dit Miss Marple, « que si quelqu'un décide de l'utiliser. » On entendit de l'extérieur le léger crissement des bottes sur le chemin où revenait l'inspecteur Craddock. Madame Hartnell se leva précipitamment. « Je préférerais ne pas être là à son arrivée. »« Comme vous le souhaitez, » dit Miss Marple en lui ouvrant la porte. « Mais vous constaterez peut-être qu'il est bien plus difficile de fuir la vérité que de l'affronter. » Lorsque la porte se referma, la maison retomba dans le silence. La neige se pressait doucement contre les vitres, étouffant le bruit de la nuit. Miss Marple tourna une dernière fois l'enveloppe entre ses doigts, puis la posa à côté de son tricot comme s'il ne s'agissait que d'une broutille. Pourtant, ses pensées avaient déjà commencé à tisser une autre trame des fils de lettres, de souvenirs et de peurs, tissés ensemble, en silence. Quelques minutes plus tard, le silence fut rompu par la sonnette de l'inspecteur, un coup ferme et déterminé. Miss Marple sourit intérieurement avant de se lever. « Pour chaque question qu'un homme pourrait poser, » pensa-t-elle, « le village détient déjà 3 réponses, mais aucune n'est vraie. » L'arrivée de l'inspecteur Craddock sembla faire entrer la nuit avec lui. Une bourrasque d'air chargé de neige l'accompagne lorsqu'il franchit le seuil, tapant du pied pour chasser le froid de ses bottes. Miss Marple l'accueillit avec sa douceur habituelle et se dirigea vers la cheminée, où le feu s'était éteint, ne laissant place qu'à une douce lueur. Elle lui versa du thé sans qu'on le lui demande,
comme si ce geste en lui-même faisait partie de son observation. Craddock le prit avec reconnaissance, ses gants sous le bras, et désigna d'un signe de tête l'enveloppe posée sur la table. Alors, selon lui, M. Calthorpe a été pris de remords par sa conscience. J'espérais que vous l'auriez reçue depuis. Elle est arrivée à bon port, répondit Miss Marple. Ce genre de choses finit souvent par arriver là où on en a le plus besoin, un peu comme les confessions. Il esquissa un sourire. Je n'ai encore jamais vu de lettre qui ait avoué quoi que ce soit ouvertement. Non, dit-elle, mais il raconte des histoires même en silence. Il était assis, l'air pensif. Nous avons fouillé le cottage de Fraser, un endroit plutôt spartiate. Quelques coupures de presse du ministère des Affaires étrangères, quelques photos, rien d'inquiétant. Une photo, cependant, a attiré mon attention. Une femme debout près d'une fontaine, dans un décor étranger, à première vue. Le verso était frotté, comme si une inscription avait été effacée. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Le désir d'effacer un nom est un instinct très humain. On ne le fait que lorsqu'on souhaite oublier quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Craddock l'observa un instant. « Vous savez, Miss Marple, parfois je me dis que vous auriez fait une excellente détective. »« Mon cher inspecteur, dit-elle doucement, vous me faites passer pour quelqu'un d'autre. » Il rit doucement en secouant la tête, touché. Puis, le médecin a estimé l'heure du décès entre 3 et 4 heures de l'après-midi d'hier, ce qui serait avant le Luncheon Club, avant que quiconque ne remarque son absence. S'il était en route, il n'est jamais allé bien loin. « Et avez-vous retrouvé sa canne ?» demanda-t-elle. « Oui. Étrange, en effet. Une canne en malacca épaisse, en bon état, mais la poignée était bréchée, comme si elle avait heurté une pierre ou la tête de quelqu'un. » Miss Marple leva les yeux de son tricot. « La violence laisse des traces, inspecteur. Mais parfois, les marques les plus profondes sont laissées par l'hésitation, non par la force. » Avant que Craddock n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit de nouveau en grinçant. Madame Bantry entra, l'air presque contrit, son col de fourrure saupoudré de neige. « J'espère ne pas vous déranger, » dit-elle, « mais je tenais à vous signaler un petit détail. Ma femme de chambre m'a dit que Madame Price Ridley a raconté aux marchands de fruits et légumes avoir aperçu un étranger près de la carrière il y a 2 nuits. » Craddock haussa les sourcils. « Un étranger ?» Elle dit étranger, mais à St. Mary Mead, cela peut désigner n'importe qui qu'elle n'a pas invité à prendre le thé. Elle le décrit néanmoins comme grand, portant un pardessus sombre et un paquet. Elle trouve cela étrange, mais bien sûr, elle trouve toujours cela bizarre. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent net. « Un colis, » dit-elle doucement. « C'est tellement moderne de sa part. Nous adorons nos colis dans ce village. Ils recèlent tant de possibilités. » Madame Bantry fronça les sourcils. « Je pense que vous trouverez cela significatif. »« Oh, en effet, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « Les colis sont chargés de sens. Ils promettent la vérité et recèlent le mystère. » Craddock se leva en s'étirant légèrement. « J'irai parler à Madame Price Ridley moi-même demain matin. J'imagine que le colis contiendra des navets, ou pire, ou quelque chose qui y ressemble, » murmura Miss Marple. « La tromperie, inspecteur, est si souvent faite de choses domestiques. » Madame Bantry lui lança un regard perplexe, puis s'illumina. « Oh, et une dernière chose, la femme du pasteur dit que M. Fraser était à l'église dimanche dernier. Il était assis au fond et n'a presque parlé à personne. Mais elle l'a remarqué fixant le vitrail pendant toute la messe. Étrange, n'est-ce pas? Comme s'il l'étudiait. » L'expression de Miss Marple laissa transparaître une subtile nuance de pensée derrière son regard calme. « Quelle fenêtre, ma chère? » « Celle qui représente Saint-Michel pesant les âmes, » dit Madame Bantry. « Vous savez, la balance, l'épée, tout ce genre de choses plutôt macabres. Comme c'est juste,
dit Miss Marple d'une voix si basse que le feu sembla lui faire écho. Un homme accablé par le poids du jugement pourrait bien chercher compagnie auprès de Saint Devers. Cradock fronça les sourcils. « Vous croyez qu'il s'attendait à sa propre mort ?»« Je pense, dit-elle, que les gens se préparent souvent à la fin sans le savoir. » Le silence retombe. Dehors, la neige s'épaississait dans un silence plus profond. Madame Bantry prit congé en promettant de rester à l'écoute, un conseil que l'inspectrice et l'auditrice savaient tous deux superflu. Une fois qu'elle est partie, Cradock se retourne vers le feu. « Croyez-vous que cette lettre recèle plus de secrets que nous ne le voyons ?» Miss Marple observa l'enveloppe, dont les bords se recourbent légèrement sous l'effet de la chaleur. Le papier, inspecteur, ressemble beaucoup à la conscience. Il garde en mémoire le poids de ce qui a été écrit, même après que les mots ont disparu. « Vous voulez dire des impressions ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. Un crayon et un peu de patience pourraient révéler une trace. Mais peut-être préféreriez-vous d'abord découvrir ce qui est inscrit dans les gens. Après tout, ils sont tous assez semblables. Cradock esquissa un sourire respectueux. « Vous avez tout à fait raison, mais je vais quand même envoyer ça au laboratoire. » Elle inclina la tête. « Bien sûr, veillez simplement à ce qu'ils le lisent avec délicatesse. Une lecture trop brusque peut en altérer le sens. » Il glissa soigneusement l'enveloppe dans sa poche et boutonne son manteau. « À demain, Miss Marple. J'imagine que d'ici là, la moitié du village aura résolu l'affaire à sa manière. »« Oh oui, » dit-elle avec un léger amusement. Mais leur solution résiste rarement au lendemain matin. Quand il est parti, Miss Marple se leva, éteignit la lampe et contempla une dernière fois la neige. Le monde était blanc et immobile, dissimulant tout sous son apparence de pureté. Et pourtant, pensa T.L., la pureté était le plus facile des déguisements. Sous ce silence blanc, quelque chose avait déjà commencé à se dégeler. Le matin arriva avec une sérénité trompeuse. La neige, qui avait recouvert la nuit d'un voile d'innocence, scintillait, désormais d'une vertu imméritée sous un soleil pâle. St. Mary Mead paraissait immaculée, comme si elle avait passé la nuit à se laver la conscience. Pourtant, la fraîcheur de l'air portait en elle un malaise, car aucune clarté ne pouvait dissiper le murmure qu'un homme était mort parmi eux. Miss Marple se tenait près de sa fenêtre, une tasse de thé rafraîchissant à la main. De ce point d'observation tranquille, elle pouvait embrasser du regard presque toute la scène morale du village Madame Price Ridley, balayant déjà son chemin avec la rectitude de celle qui attend son avis, Mademoiselle Hartnell, traversant la rue d'un pas nerveux vers l'épicier, et, au loin, la silhouette de l'inspecteur Cradock émergeant du presbytère, solide et déterminé. C'était un homme bien, pensa Miss Marple, aimable, méthodique, mais enclin à chercher les faits, là où les motivations se dissimulaient le plus souvent. Lorsqu'il se présenta à son portail une heure plus tard, elle tricotait déjà près du feu, comme si elle s'attendait précisément à ce coup à la porte. « Vous avez choisi une belle matinée pour les découvertes, » dit-elle, tandis qu'il entrait en poussant la neige de son manteau. « Des découvertes ou des déceptions, » répondit-il en s'installant dans un fauteuil. « Nous avons retrouvé la trace de ce soi-disant inconnu que Madame Price Ridley a aperçu près de la carrière. Il s'avère que c'était un libraire ambulant. Il a passé une demi-heure à essayer de vendre à la femme du pasteur une encyclopédie dont elle n'avait pas besoin. » Miss Marple esquissa un sourire. « Ah, oui, les apparences sont parfois trompeuses, mais le commerce ne ment jamais. » Il ignora la plaisanterie et déplia un petit carnet. « Nous avons trouvé autre chose. Au chalet de Fraser, le tapis de la cheminée avait été retourné. Dessous, une marque carrée dans la poussière, de la taille d'une boîte aux lettres. Ce qu'elle contenait a disparu. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, bien que son expression reste impassible.
comme il est curieux que quelque chose destiné à être dissimulé choisisse d'afficher son absence. Ce qui me laisse penser que quelqu'un a fouillé les lieux avant nous, dit Craddock, et avec une certaine habileté. Tous les tiroirs étaient bien fermés, rien de cassé, rien d'entrouvert. Comme si la personne qui avait fouillé savait exactement ce qu'elle cherchait, ou de ce qu'ils ne doivent pas laisser, dit Miss Marple. La précision est généralement une habitude de ceux qui pratiquent le secret depuis plus longtemps qu'ils ne l'admettent. Craddock la regarda avec un léger amusement. « Vous voulez dire que notre discret M. Fraser n'était pas le seul à avoir un passé ? Dans un village, inspecteur, tout le monde a un passé. La différence réside simplement dans celui qui s'en souvient. » Un silence s'installa, empreint de convivialité, mais aussi de réflexion. Dehors, la cloche de l'église sonna pendant une demi-heure. Miss Marple se tourna vers le son, le visage impassible. « Vous voudrez parler à mademoiselle Hartnell, dit-elle doucement. « J'en ai l'intention, répondit Craddock. « Elle vous a dit hier soir qu'elle le connaissait depuis des années ? Elle l'a fait. Mais je soupçonne qu'elle m'a dit moins qu'elle ne le pensait. La culpabilité, inspecteur, n'est pas toujours proportionnelle à la faute. Elle appartient souvent à ceux qui craignent la ressemblance, la peur qu'on les croit capables de quelque chose qu'ils ne feraient jamais. » Craddock prend note de ces mots sans commentaire. Il savait depuis longtemps que les réflexions de Miss Marple, si délicates fussent-elles, étaient rarement vaines. Lorsqu'il se leva pour partir, elle l'accompagna jusqu'à la porte. « Je vous serai reconnaissante de me tenir au courant de ce qu'il adviendra de cette lettre, » dit-elle. « Je trouve le papier plutôt éloquent, une fois qu'on en a appris à décrypter les silences. Vous serez les premiers à l'apprendre, promit-il, avant d'ajouter « Et Miss Marple reste toujours hors des ennuis. Je trouve les problèmes surfaits, » dit-elle avec un léger sourire. « Ils arrivent d'eux-mêmes, comme un voisin inattendu. » Après son départ, elle s'enveloppa dans son châle et sort dans la pénombre. La neige qui bordait le chemin commençait à fondre, révélant la terre sombre et boueuse en dessous. Il y avait là quelque chose de symbolique. Pensa-t-elle, la surface fondait toujours la première, la vérité ne remontant à la surface que lorsque la décence s'amenuise. Elle fit un long détour pour rejoindre l'église, s'arrêtant à chaque haie et portail de jardin, comme pour saluer d'un air désinvolte. Mais chaque conversation avait le même contexte que faisait Lionel Fraser près de la carrière, et que cachait-il dans cette boîte disparue? La femme du vicaire prétendait qu'il s'agissait probablement de papiers sentimentaux. Madame Bantry jurait que c'était forcément politique. Miss Marple écoutait, hochant la tête, souriant, sans jamais corriger. Les mots, après tout, étaient comme des flocons de neige, éphémères et utiles seulement lorsqu'on les observe ensemble. Près de la poste, elle croisa Miss Hartnell, qui sursauta visiblement à sa vue. « Oh, Miss Marple, je rentrais justement chez moi. Quelle matinée épouvantable, n'est-ce pas? Si humide sous la neige. C'est si révélateur. » Dit doucement Miss Marple. La terre a la fâcheuse habitude de se souvenir où nous avons marché. Mademoiselle Hartnell rougit. « Je suppose que oui. » Ils restèrent un instant immobiles, les bruits du village s'estompant autour d'eux. Finalement, Miss Marple dit « J'imagine que la mort de M. Fraser a ravivé bien des souvenirs. » Un silence, puis un petit rire nerveux. « Oh, ma chère, c'était une autre vie. Rien ne me relie à tout cela. Absolument rien. » Mais son regard se porta involontairement vers le bureau de poste. Un geste trop rapide pour celle qui parlait, mais pas pour celle qui observait. Le regard de Miss Marple suit le mouvement d'un air pensif. Lorsqu'elle arriva chez elle, le soleil de l'après-midi pâlissait et les premiers nuages du soir commençaient à s'enrouler au-dessus des toits. Sur le seuil de sa porte gisait un morceau de papier plié, lesté d'une petite pierre. Elle se pencha, le souleva délicatement et le déplia. 3 mots étaient écrits d'une main soignée et posée. Ce n'était pas un hasard.
Le papier trembla légèrement entre les doigts de Miss Marple, non par peur, mais parce qu'elle était consciente de l'élégance de sa simplicité, 3 mots écrits par une main, qui savait se retenir. Les lettres étaient nettes, droites et soigneusement pressées, suggérant non la panique, mais la réflexion. Celui ou celle qui avait écrit ces mots comprenait la valeur de la maîtrise. Elle retourne le papier. Aucune signature, aucune marque, seulement une empreinte à peine perceptible, là où la plume avait hésité avant le premier trait, comme si l'auteur avait envisagé d'en dire plus, puis s'était ravisé. Dehors, la brume commençait à s'épaissir au-dessus de St. Mary Mead. L'air embaume la terre qui dégèle, comme si quelque chose émergeait silencieusement de ce qui semblait si solide. Miss Marple resta un instant sur le seuil de sa porte, les yeux plissés par la lumière déclinante. Puis, d'un geste petit et décidé, elle plia le billet et le glissa dans son panier à tricot. On sous-estime souvent l'utilité des paniers à tricot. Ils recèlent bien plus de secrets que n'importe quel tiroir. Un bruit derrière elle, le grincement d'un portail. M. Calthorpe traversait le chemin, son écharpe de travers et l'air incertain. « Bonsoir, Miss Marple », dit-il en marquant une pause, comme s'il cherchait une excuse pour sa présence. « Étrange comportement, n'est-ce pas ?» L'inspecteur, qui était passé plus tôt près du bureau de poste, a demandé si des télégrammes avaient été envoyés hier après-midi. « Vraiment ?» demanda-elle d'un ton doux. « Aucun que j'ai traité, » répondit-il. « Il y a toutefois eu une demande. Un monsieur de Much Benham a appelé pour connaître l'adresse de monsieur Fraser. Il a dit être un collègue. Un drôle de genre de collègue a appelé pour se renseigner sur le puits de ce monsieur, après tout. A-t-il donné son nom ? Monsieur Calthorpe fronça les sourcils. C'était vrai, mais ce nom ne lui disait rien. Hammond, je crois. Ou peut-être Hamill. Ça sonnait officiel. Il hésite. Vous ne pensez pas ? Je crois, dit Miss Marple, que les gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas oublient souvent les petits détails. C'est l'orthographe qui les trahit, pas l'histoire. Il cligna des yeux, déconcerté, et laissa échapper un rire nerveux avant de s'éloigner sur le sentier. Elle le regarda partir, son esprit intégrant discrètement ses paroles à la trame qui se dessinait. Il y avait toujours une trame, le secret était d'écouter ceux qui refusaient de s'y conformer. Lorsqu'elle rentra, le feu était presque éteint. Elle y ajouta un peu de charbon, puis déplia le billet dans la lueur vacillante. L'encre brillait faiblement. Celui ou celle qui l'avait laissé avait bien choisi son moment, ni trop tôt après le décès pour que cela paraisse théâtral, ni trop tard pour que l'on l'oublie. Quelqu'un voulait attirer son attention sans l'alarmer. Cela, pensa Miss Marple, réduisait considérablement le nombre de suspects. À 8 heures, on frappa à la porte. Le rythme était rapide, mais familier à l'inspecteur Craddock. Elle le fit entrer sans cérémonie, lui désignant le fauteuil d'en face. Il paraissait plus fatigué qu'auparavant, les enquêtes de la journée avaient sans donner lieu à plus de paroles qu'à la vérité. « Encore une impasse, je le crains, » dit-il. « Mademoiselle Hartnell insiste sur le fait qu'elle nous a tout dit. Elle prétend que l'histoire de Londres était absurde. Je n'en suis pas si sûr. »« Moi non plus, » dit doucement Miss Marple. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, en niant. On vérifie rarement si l'on a des témoins pour attester de son honnêteté. Craddock sourit avec ironie. Vous faites passer le cynisme pour de la sagesse. C'est souvent le cas, inspecteur, à condition de rester bienveillant. Il retira ses gants et jeta un coup d'œil vers la cheminée. Il y a autre chose. Le laboratoire a envoyé des nouvelles de l'enveloppe. Ils ont utilisé une feuille de graphite. On y voyait de légères marques sous l'adresse, 3 mots qui ne faisaient pas partie de la lettre. Probablement écrits d'abord, puis effacés. Les yeux de Miss Marple se levèrent, calmes mais alertes. 3 mots ? Oui. L'impression était vague,
mais ils en sont presque sûrs. Pas pour elle. Ça vous dit quelque chose? Elle laisse planer la phrase entre eux, son ambiguïté flottant doucement dans la lueur du feu. Beaucoup de choses, dit-elle enfin. Ça pourrait être un avertissement, une exclusion, de la culpabilité, parfois même la même chose. Et qui est-elle? La réponse, je le soupçonne, nous dirait tout. Cradock soupira. On avait l'impression que tous les habitants de ce village avaient quelque chose à cacher à cet homme. Pourtant, aucun ne semblait capable de commettre un meurtre. Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles tournant d'un mouvement régulier et paisible. Un meurtre, inspecteur, c'est un peu comme le tricot. Il faut un schéma, de la patience et un but. Les deux premiers, on les trouve partout. Le troisième, eh bien, c'est là que la nature humaine entre en jeu. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Et lequel de nos respectables voisins, à votre avis, possède cette intention? Oh, dit-elle, les yeux rivés sur son travail, je ne raisonne jamais en termes de voisins, seulement en termes de tempérament. Madame Price Ridley aime, Sautreau la justice pour la violence. Monsieur Calthorpe se retranche derrière la procédure, non derrière la passion. Mademoiselle Hartnell a peur des ombres qu'elle projette elle-même. Mais la peur, bien sûr, peut être le mobile le plus tranchant de tous. Cradock hocha lentement la tête. « Vous pensez qu'elle est impliquée ?»« Je crois qu'elle est acculée, » dit Miss Marple. « Reste à savoir si ce sera par son passé ou par quelqu'un qui s'en souvient. » Une bûche s'est effondrée dans l'âtre, provoquant une petite gerbe d'étincelles. Cradock se leva et boutonne son manteau. « On se reparle demain. Je vais à Much Benham ce soir pour vérifier cet appel téléphonique. Fais attention, dit-elle en jetant un coup d'œil aux mots cachés dans son panier. Certaines vérités sont timides, elles n'aiment pas être manipulées brutalement. Après son départ, elle resta longtemps assise, immobile, les aiguilles posées sur ses genoux. Au-delà de la fenêtre, le brouillard s'était épaissi, formant un mur pâle. Elle entendait des pas pressés au loin, qui disparaissaient irrégulièrement dans l'allée. Lorsqu'elle se leva enfin pour tirer les rideaux, elle aperçut une empreinte de pas sur la marche d'entrée. Elle était petite, étroite, et tournée vers la maison. Miss Marple se pencha lentement vers la marche, la main appuyée sur le chambranle pour garder l'équilibre. L'empreinte était nette, profondément imprimée dans le givre humide, plus petite que son propre pied et posée avec soin. Quelqu'un s'était tenu là un instant, hésitant entre la décision et le repli. Elle se redressa et referma doucement la porte derrière elle. Quiconque l'avait observée n'avait pas souhaité être vu. Et pourtant, cette personne s'était approchée suffisamment près pour laisser la trace d'un dialogue silencieux entre prudence et conscience. À l'intérieur, un calme presque palpable régnait. Le feu s'était apaisé, ne laissant qu'un doux foyer ambré l'horloge critiquée régulièrement, indifférente au secret. Miss Marple prit le billet dans son panier et le déposa sur la table, près de la bougie. « Ce n'était pas un hasard, se murmura-t-elle. Non pour répéter, mais pour admettre. » La vérité se présentait rarement sous un jour définitif. Elle préférait murmurer, laisser des traces. Son premier réflexe fut de préparer du thé. La réflexion, constata-t-elle, était plus claire au son de l'eau bouillante. Tandis qu'elle remplissait la bouilloire, elle repensa à la trame qui se dessinait sous la façade polie du village, un réseau de petits mensonges convergeant vers Lionel Fraser. Cet homme n'avait pas appartenu à St. Mary Mead, et pourtant il avait su toucher la corde sensible de ceux qui y étaient. Il avait posé des questions trop habilement dissimulées sous un vernis de curiosité. On n'appréciait guère cela chez les étrangers. Un coup soudain à la fenêtre interrompit ses pensées. Elle se retourna. Miss Hartnell se tenait dehors, à demi visible à travers la vitre, son souffle embuait le carreau.
Miss Marple ouvrit la porte avant que la femme n'ait pu frapper à nouveau. Elle paraissait pâle, son manteau jeté sur sa chemise de nuit, le regard fuyant, comme traqué par ses propres peurs. « Je n'aurais pas dû venir », murmura mademoiselle Hartnell en entrant. « Il est tard, je sais, mais je n'arrivais pas à dormir. » Depuis le départ de l'inspecteur cet après-midi, elle s'interrompit en tordant ses gants. « J'ai aperçu quelqu'un près de mon portail il y a 1 heure. Un homme. Il regardait vers ma maison, puis vers la vôtre. Quand j'ai ouvert le rideau, il a détourné le regard. » Miss Marple versa tranquillement du thé dans 2 tasses. « Il semble que des étrangers apprécient nos Caledon, nos ruelles ces derniers temps, » dit-elle. « L'avez-vous reconnu ?» Mademoiselle Hartnell secoua la tête. Trop sombre. « Mais ça m'a fait peur, Jane, et pas seulement à cause de lui. Je repense sans cesse à cette lettre dont tu m'as parlé. Celle où il est écrit « Pas pour elle ». Et si ça me concernait? Supposons que ce soit le cas, dit doucement Miss Marple. Cela vous ferait culpabiliser ou vous soulager. Les lèvres de mademoiselle Hartnell tremblaient. Toutes deux peut-être. Je croyais avoir tourné la page durant mon séjour à Londres. Mais quand M. Fraser réapparut, ce fut comme si le passé avait envoyé un émissaire. Il se souvenait des choses mieux que moi. Trop bien. Et quel genre de choses? Elle hésita, puis parla d'un trait. Il y a eu une enquête à l'école où je travaillais. Il manquait quelque chose dans les dossiers. Ils ont dit que c'était une erreur administrative, mais j'ai toujours soupçonné qu'il était impliqué. Il avait le don de savoir ce que tout le monde gagnait, où ils allaient, qui ils fréquentaient. Quand je l'ai revu ici, il a parlé de choses qui traînaient. J'ai cru qu'il me menaçait. L'expression de Miss Marple demeura inchangée, bien que ses pensées fussent animées. « Les fils qui restent en suspens sont très désordonnés, » dit-elle. « Mais parfois, ma chère, on se complique la vie inutilement. C'est étonnant comme la culpabilité relève souvent davantage de la fantaisie que de la vérité. » Mademoiselle Hartnell laissa échapper un rire étouffé. « Vous le présentez comme presque inoffensif. La culpabilité est rarement fatale à elle seule, » disait Miss Marple. « Elle attire généralement d'autres personnes. » Dehors, le vent soufflait légèrement dans les haies. Mademoiselle Hartnell serra sa tasse contre elle. « Vous croyez que quelqu'un l'a tuée pour me protéger? Ou à cause de moi? »« Je pense, » dit Miss Marple après un silence, « que M. Fraser est passé maître dans l'art de retrouver ce qui aurait dû rester perdu, et qu'il maniait la suggestion avec autant d'habileté qu'un pickpocket utilise la distraction. » Les yeux de mademoiselle Hartnell s'écarquillèrent. Il faisait donc chanter quelqu'un. Miss Marple ne répondit pas. Elle n'écoutait pas la question, mais le faible rythme sous-jacent, la peur, mêlée d'espoir. Les gens espèrent le plus ardemment être innocents, pensa-t-elle, lorsqu'ils craignent de ne pas l'être. Quelques instants plus tard, l'horloge sonna 9 heures. Mademoiselle Hartnell se leva d'un bond. « Je dois y aller, si quelqu'un me voit ici. »« Laissez-les faire, » dit doucement Miss Marple. « Les apparences sont trompeuses. Vous serez plus en sécurité derrière elles. » Une fois la femme partie, Miss Marple s'assit de nouveau près du feu qui s'éteignait. Le billet reposait toujours sur la table à côté d'elle, son message déchirant sur le papier pâle et calme. Son regard se porta sur la fenêtre, où la faible silhouette de cette unique empreinte de pas commençait à se fondre dans la nuit humide. Une pensée lui vint. Discrètement, les empreintes s'effacent plus vite que la peur. Elle reprit son tricot, les mains à peine mobiles. Dans son esprit, le village se réorganisait comme un échiquier au crépuscule, chaque maison une pièce, chaque habitude un coup possible. Lionel Fraser avait joué une partie, mais quelqu'un d'autre en connaissait mieux les règles. Quelqu'un qui rôdait encore assez près pour surveiller le seuil de sa porte. Du chemin extérieur parvenait un bruit ténu, le lent cliquetis d'une roue de vélo qui tournait une fois, puis deux, avant de sombrer dans le silence.
Le léger cliquetis métallique résonna longtemps dans les oreilles de Miss Marple, bien après que le son se soit éteint. C'était une note étrange, en décalage avec le calme de St. Mary Mead. Ni le tourbillon pressé d'un jeune messager, ni le rythme régulier de la tournée du laitier. Elle était délibérée, prudente, comme si le cavalier s'était arrêté juste derrière la haie pour écouter. Elle écarta doucement le rideau. La ruelle était déserte, hormis la brume blanche, ondulante et incertaine comme la pensée elle-même. Elle laissa la lampe allumée en sourdine et se dirigea vers l'entrée, traversant le tapis sans bruit. Ses yeux, habitués à la pénombre, furent attirés par la lueur d'une petite chose près de la porte, un fragment de boue sur le paillasson, légèrement strié d'huile. La trace d'une chaîne de vélo, peut-être. Elle la nota sans s'inquiéter, la rangeant simplement dans le registre silencieux de son esprit où de telles entrées attendaient de prendre sens. La bouilloire trônait toujours sur l'âtre, fumant légèrement. Elle se versa une autre tasse, ses gestes mesurés, ses pensées tournant lentement autour des faits tels qu'ils se présentaient. Un homme mort près de la carrière, une boîte disparue, une lettre jamais parvenue à destination. Et maintenant, un mot laissé par une main, à la fois audacieuse et craintive. Le village, dans son calme imperturbable, ressemblait à un apron de dentelle exquis vu de loin, mais criblé de minuscules trous complexes lorsqu'on le tenait à la lumière. On frappa à la porte de derrière, plus doucement cette fois, comme pour rassurer plutôt que pour effrayer. Miss Marple s'y dirigea, le visage calme mais attentif. Elle ouvrit et découvrit l'inspecteur Craddock, son manteau humide de brouillard, son chapeau rejeté en arrière. « Je crains qu'il ne soit tard, » dit-il en s'excusant. « Je ne voulais pas utiliser le portail principal, quelqu'un surveille l'allée. »« Je le pensais bien, » répondit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « Du thé, inspecteur ?» Il esquissa un sourire. « Toujours, surtout quand les ennuis se profilent. » Pendant qu'elle versait, il sortit un petit carnet. « Je suis allé à Much Benham, » dit-il. « L'homme qui a appelé la poste n'existe pas. Personne du nom de Hammond ou Hamill ne travaille dans aucun service du ministère des Affaires étrangères. Le central téléphonique confirme que l'appel provenait du kiosque public près de l'ancien embranchement ferroviaire. Ce qui aurait été à distance de marche de la carrière, murmura Miss Marple. Exactement. Qui qu'il soit, il a passé cet appel avant le meurtre, hier après-midi entre 14h et 15h. Puis il a disparu. Aucun villageois ne l'a revu ensuite. Miss Marple remua doucement son thé. Oh, ils l'ont vu, inspecteur. Il ne s'en était simplement pas encore rendu compte. Craddock leva brusquement les yeux. « Tu crois qu'il est encore là ?»« En substance, oui. Mais peut-être pas en tant qu'inconnu. » Elle se leva, s'approcha de la cheminée et prit le mot qui se trouvait à côté de l'horloge. « Quelqu'un a déposé ça sur le pas de ma porte ce soir. » Il le prit en fronçant les sourcils. « Ce n'était pas un accident. » « Vous avez une idée de qui l'a écrit ?» La main est prudente, trop prudente. Elle appartient à quelqu'un qui a passé sa vie à éviter toute écriture suspecte. Probablement une personne instruite, peut-être un employé de bureau, mais pas une main d'homme, à mon avis. Craddock tourne le billet vers la lumière. « Mademoiselle Hartnell ?» Miss Marple esquissa un sourire. Ce serait trop simple. « Non. Je crois que Miss Hartnell écrit avec des lettres rondes et sinueuses. Sa main est sentimentale, non pas crispée. Cette écrivaine est discrète, méticuleuse. Quelqu'un qui considère l'ordre comme une forme de protection. Il expira. Tu le présentes comme si c'était la moitié du conseil paroissial. Peut-être bien, dit-elle d'un ton léger. Bien que je doute que les autres aient des vélos. Il la regarda attentivement. Tu as remarqué quelque chose dehors. Une empreinte. Petite, pointue, pas celle du gendarme, et certainement pas la vôtre. Probablement celle d'une femme.
et une légère trace d'huile marque quelqu'un qui manipule une chaîne de vélo plus souvent qu'une aiguille à coudre. Craddock fronce les sourcils. La nièce de Madame Price Ridley en conduit une. Elle effectue des livraisons pour la bibliothèque de Much Benham. « Oui, c'est vrai, » dit Miss Marple. Et elle distille les ragots avec une efficacité redoutable. Mais elle n'aurait pas écrit ce mot sur un coup de tête. Non, il émanait de quelqu'un de plus réfléchi, de quelqu'un qui entend orienter l'enquête sans que cela se voie. Craddock se frotta le menton. « Vous croyez qu'on nous manipule ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Oh, inspecteur, on nous manipule sans cesse. Le plus difficile est de remarquer quand les mains sont trop propres. » Ils restèrent un instant assis dans un silence complice, le tic-tac de l'horloge emplissant la pièce de son indifférence immuable. Dehors, le brouillard se pressait contre les vitres comme un souffle sur le verre. Craddock finit par se lever. « Je vais poster des hommes pour surveiller les chemins. Si quelqu'un rôde dans le village, on le débusque. »« Peut-être, » dit-elle. « Mais n'oubliez pas que ceux qui agissent sans être vus le font souvent avec la bénédiction du village. Personne ne se cache aussi bien que ceux qui sont familiers. » Il l'observa un instant, puis hocha la tête et s'éclipsa par l'arrière, sa silhouette bientôt engloutie par la brume. Miss Marple reste là jusqu'à ce que le faible bruit de ses bottes s'estompe. Puis, pensive, elle baissa la lampe. Dans le silence qui suivit, elle entendit de nouveau, faiblement, venant de quelque part au-delà du verger, le grincement d'une roue de vélo qui tourna une fois, puis s'arrêta complètement. Cette fois, elle ne bougea pas. Elle attendit. Elle sourit, sans méchanceté, comme pour féliciter un élève brillant qui venait d'en révéler plus qu'il ne l'avait prévu. Le léger grincement provenant du verger flotta un instant encore, puis s'évanouit dans le silence feutré de la nuit. Miss Marple resta immobile, les mains posées légèrement sur le dossier d'une chaise. Elle n'avait plus peur. La peur s'était depuis longtemps muée en curiosité, plutôt qu'en obstacle, mais elle était en alerte maximale, comme si elle écoutait non seulement le son lui-même, mais aussi ceux qui avaient choisi de ne pas le suivre. Le silence, elle le savait, en disait souvent plus que les mots. Elle s'approcha de la fenêtre, prenant soin de ne pas attirer l'attention avec la lumière, et regarda au loin, dans la brume. Le jardin n'était qu'une brume d'ombres argentées, les pommiers fantomatiques dans leur nudité hivernale. Quelque part derrière la haie, juste hors de vue, un mouvement se fit entendre, un éclat métallique captait faiblement la lumière de la lampe. Puis plus rien. Elle laissa tomber le rideau, éteignit la lampe et se rassit près de l'âtre. La tasse de thé qu'elle avait posée un peu plus tôt conservait encore une légère chaleur. Ses pensées passèrent calmement en revue les événements des 2 derniers jours. L'absence de Lionel Fraser au déjeuner, l'enveloppe envoyée, l'inscription effacée, le mot, le vélo. Rien de tout cela n'était dû au hasard, mais rien n'était non plus entièrement prémédité. Un fil d'improvisation, né du désespoir, traversait le récit. Quelqu'un avait commis une erreur d'appréciation. Un léger coup à la porte rompit le silence. Cette fois, le bruit venait de la porte latérale, discret, presque hésitant. Elle l'ouvrit et découvrit une jeune femme, les joues rouges de froid, son vélo appuyé contre la haie. C'était Lily, la nièce de Madame Price Ridley. La jeune fille semblait à la fois effrayée et déterminée, comme si le courage l'avait menée jusque-là, mais qu'elle attendait désormais une approbation avant de poursuivre. « Il fallait absolument que je vous voie, Miss Marple, » dit-elle précipitamment. « On m'a dit que vous aidiez l'inspecteur, je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. » Miss Marple sourit gentiment. « Vous avez donc bien fait, ma chère, entrez avant de geler. » Lily obéit, jetant un regard nerveux vers la route avant d'entrer. Ses mains gantées tripotent la bandoulière de son sac, du genre de ceux utilisés pour les livraisons de livres à la bibliothèque. Mais ce soir-là, il était plus lourd que ne le laissait supposer le poids
des livres. Je ne voulais pas être mêlée à tout ça, commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mais je ne peux pas me taire, pas après ce que j'ai découvert. Miss Marple désigna du doigt le fauteuil le plus proche du feu. C'est souvent la découverte, et non la conservation, qui nous trouble le plus. La jeune fille hésita, puis ouvrit la sacoche. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal, rayée et ternie, dont le cadenas était forcé. « Je ne l'ai pas volée, » dit-elle rapidement. Elle était dans le fossé près de la carrière ce matin, à moitié recouverte de neige. Je savais qu'il cherchait quelque chose, et je me suis dit, mieux vaut moi que l'un des garçons qui irait se vanter. Le regard de Miss Marple se posa sur la boîte avec une curiosité silencieuse. « Et vous l'avez ouverte ?» ?»« Uniquement parce que j'avais peur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce sont surtout des lettres. Certaines officielles, d'autres personnelles. Il y en a une avec le nom de ma tante, et une autre pour mademoiselle Hartnell. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Ah, il semble que M. Fraser ait tenu des registres très précis de ses amitiés. » La voix de Lily s'est éteinte. « Ce ne sont pas des lettres amicales. Elles sont horribles. Il a dû les copier ou les prendre d'une manière ou d'une autre. Elles parlent de dettes, de querelles et de choses privées. Il les utilisait, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait. » Miss Marple hocha lentement la tête. Cela ressemble en effet beaucoup à un homme qui a fait des secrets son métier. Les yeux de la jeune fille se sont soudainement remplis de larmes. Il l'a bien cherché, à mon avis. Mais je n'y suis pour rien. Je le jure. Je voulais juste que tu vois. Miss Marple tendit la main et la posa doucement sur la sienne. Vous avez fait preuve de courage et de bon sens, ma chère. Et non, je ne vous crois pas. Mais vous devez décrire à l'inspecteur l'endroit précis où vous avez trouvé la boîte, dans les moindres détails. Il aura besoin de connaître l'heure, la météo, et même l'orientation du vélo lorsque vous vous êtes arrêté. Lily esquissa un faible sourire. Tu lui ressembles tellement. Oh non, dit Miss Marple d'un ton calme. L'inspecteur recherche les faits. Moi, je recherche les tendances. Les faits peuvent être enfouis, mais les tendances ont des racines. La jeune fille se leva, plus calme désormais, et ferma sa sacoche. J'irai donc directement le voir. Je voulais juste que quelqu'un de bien le sache en premier. Dès que la porte se referma derrière elle, Miss Marple sortit un mouchoir plié de sa manche et tamponna l'endroit sur la table où la boîte avait reposé. Une trace de terre humide imprégnait le tissu, non pas à cause des gants de la jeune fille, mais à cause du métal lui-même. De la terre de carrière, pensa T.L. Elle s'accrochait aux choses plus longtemps qu'elle ne le devrait. Elle remit soigneusement le mouchoir en place et se dirigea vers son bureau, où elle griffonna 2 lignes sur un petit bout de papier. La vérité avait refait surface. Elle ne resterait pas longtemps enfouie. Puis elle scella le paquet, l'adresse simplement à l'inspecteur Craddock et le déposa près de la porte pour le courrier du lendemain matin. Dehors, le brouillard s'était de nouveau épaissi et le léger cliquetis du vélo s'éloignait vers le village. Miss Marple resta un instant dans la pénombre, ses pensées calmes et précises. Lionel Fraser avait amassé bien plus que des ragots. Il avait amassé du pouvoir, et quelqu'un, quelque part, avait enfin refusé d'être manipulé par lui. Lorsqu'elle se retourna vers le feu, la tasse de thé était enfin vide. Dans le silence qui suivit, l'horloge continua de critiquer, patiente comme un jugement. L'horloge sur la cheminée de Miss Marple sonna à minuit d'un rythme lent, presque courtois. Chaque coup semblait confirmer ce qu'elle pressentait déjà la nuit. À l'image du village, n'était pas encore tout à fait paisible. Assise près du feu, les yeux reflétant sa lueur, elle ne pensait pas au crime, mais à ses conséquences. La mort d'un homme n'était jamais un événement isolé. Elle déchirait le tissu moral de tous ceux qui l'avaient connu, même de loin. À Saint Mary Mead, ce tissu était fragile, mais éphémère,
Un léger courant d'air s'insinua sous la porte. La lettre destinée à l'inspecteur Craddock reposait sur la table, son écriture soignée luisant à la lueur des bougies. Elle se demanda s'il comprendrait la gravité de la situation. Le petit empire de secret de Lionel Fraser n'avait pas été détruit par accident, mais par l'effondrement d'une structure trop soigneusement bâtie. Après tout, le chantage n'était que le frère aîné malfaisant des commérages, et aucun village ne pouvait tolérer longtemps les deux. Elle se leva pour éteindre le feu, s'arrêtant net lorsqu'un autre son lui parvint, le sifflement étouffé des pneus sur le chemin, prudent et instable. Cette fois, il ne s'estompa pas. La bicyclette s'arrêta devant son portail et, après un silence hésitant, on frappa sèchement, formellement et avec impatience. Miss Marple ouvrit la porte et découvrit l'inspecteur Craddock en personne, chapeau à la main, le souffle visible dans le froid. « Je suis désolé de vous déranger, madame, » dit-il, « mais je crois que la donne a changé. Je viens de la station où Lily Price n'est jamais arrivée. » L'expression de Miss Marple demeura calme, malgré une lueur de tristesse dans ses yeux. « Elle est partie il y a 1 heure, » dit-elle doucement, avec son vélo et sa sacoche. Craddock hocha la tête d'un air sombre. Son vélo avait été retrouvé près du mur du presbytère. Aucune trace d'elle, et la sacoche avait disparu. Ils restèrent un instant silencieux, les sous entendus planant dans l'air. Puis Miss Marple lui fit signe d'entrer. « Vous feriez mieux de vous asseoir, inspecteur. » Le thé d'abord, les éclaircissements ensuite. Il la suivit jusqu'au feu, ôtant ses gants avec un soupir empreint d'une fatigue plus morale que physique. « J'aurais dû me douter de quelque chose, » murmura-t-il. Trop d'éléments à éclaircir cette lettre, la boîte, la nervosité de mademoiselle Hartnell, et maintenant cette fille qui disparaît la nuit même, où elle réapparaît avec la moitié de nos preuves. Miss Marple versa le thé avec une précision tranquille. Quand trop de fils semblent défaits, inspecteur, c'est généralement parce qu'ils appartiennent au même nœud. Craddock se frotta les tempes. Le problème, c'est de trouver quelle main lier. Vous croyez que Fraser a gardé ces lettres comme moyen de pression? Oui, répondit-elle. Mais l'influence ne se limite pas à l'argent. À St. Mary Mead, le pouvoir est social, non financier. Connaître le secret d'une personne, c'est s'approprier son silence. Et M. Fraser, je crois, était un fin connaisseur du silence. Il laissa échapper un petit rire. « Tu le fais presque passer pour quelqu'un de respectable. »« Oh oui, il l'était, » dit doucement Miss Marple. « C'est ce qui le rendait dangereux. » Craddock fronça les sourcils. « Vous voulez dire sa manière d'être ?»« Sa compréhension, » dit-elle. « Un homme comme lui ne menacerait jamais directement. Il se contentait de suggérer le savoir. Laisser un mot non signé, une remarque inachevée, un regard trop éloquent. Et les pauvres gens, coupables, complétaient le reste eux-mêmes. Il se pencha en avant. Alors, celui qui l'a tué l'a peut-être fait non par colère, mais par soulagement. « Exactement, » dit Miss Marple. « Et le soulagement est une émotion si propre, il laisse moins de traces que la rage. » Le feu crépita, doucement, dispersant des cendres. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Craddock se leva brusquement. « J'enverrai des hommes ratisser les champs dès l'aube. Le brouillard est trop épais maintenant. Si elle se cache ou si elle est blessée, elle n'est peut-être ni l'une ni l'autre. » Interrompant doucement Miss Marple. « La peur rend les gens imaginatifs, inspecteur. Il est possible qu'elle n'ait pas disparu du tout, mais qu'elle se soit simplement absentée de l'histoire pendant un certain temps. » Il lui lança un regard mi-frustré, mi-admiratif. « Vous faites passer les mystères pour des romans, Miss Marple. Ça commence toujours comme ça, non ?» dit-elle d'un ton doux, mais d'un regard perçant. Un étranger arrive. Le village réagit. Des secrets se nouent. Et puis, la fin
que chacun croit comprendre, s'avère n'avoir été pressenti que par le lecteur attentif aux moindres détails. Cradock sourit avec lassitude. « J'espère donc que vous continuerez à lire. » Il se dirigea vers la porte, mais elle l'arrêta d'une remarque discrète. « Avant de partir, inspecteur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quand Lily m'a apporté la boîte, elle a laissé une trace de terre humide sur ma table. Mais pas la fine poussière de la carrière comme elle l'avait décrite, c'était de la terre de jardin, plus lourde et plus sombre, provenant sans doute de la haie du presbytère. » Cradock s'est figé en plein mouvement. « Le presbytère ? Oui, dit Miss Marple, et elle m'a dit l'avoir trouvé dans un fossé à moitié recouverte de neige, ce qui signifie que quelqu'un l'a déposé là après le meurtre et non avant. Quelqu'un qui souhaitait qu'on la trouve, mais pas trop facilement. » Il laissa échapper un sifflement discret. « La boîte servait donc d'appât, ou une confession, dit Miss Marple d'un air pensif. Les deux sont souvent identiques. » Il hocha la tête une fois, d'un air décidé. « Alors c'est par là que je commencerai à chercher. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Miss Marple resta immobile, écoutant le bruit de ses bottes qui s'éloignaient. Le brouillard se pressait de nouveau contre les fenêtres, doux et opaque. Elle jeta un coup d'œil à la lettre qui lui était adressée, posée sur la table, sa main hésitant un instant avant qu'elle ne la retire. Il était inutile de l'envoyer maintenant, la vérité trouverait bien assez tôt son propre messager. Elle se tourna vers la fenêtre, scrutant à travers la vitre la silhouette indistincte du clocher, à peine visible dans la brume. Sa cloche émit un lent coup, un son trop grave pour l'heure, comme si la nuit elle-même avait soupiré. Sous ce silence, elle sentait le léger frémissement de la conscience du village, agitée, inquiète, commençant à s'éveiller. Au-delà de la haie, une lanterne a vacillé une fois avant de s'éteindre. Miss Marple referma le rideau, le visage grave mais impassible. Dans son esprit, les fils de l'intrigue commençaient à se rejoindre, non pas clairement, pas encore, mais déjà de façon visible. Le schéma du mensonge se dessinait, son dessin indubitable. Elle pensa à Lionel Fraser, à son sourire entendu, à ses enveloppes impeccables, adressées à d'autres, et à la jeune fille disparue, son innocence intacte. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres tremblantes sur le mur telles des confessions murmurées. Miss Marple se rassit, les mains jointes. « Ah !» dit-elle à voix basse à la pièce vide. « C'est toujours pareil. La vérité naît dans l'obscurité et il y a toujours quelqu'un qui la confond avec la sécurité.